Le droit est un objet qui est à la fois familier et mystérieux, dont l'importance est souvent en réalité sous-estimée. En effet, le droit occupe en réalité aujourd'hui une place tout à fait centrale et on peut dire que nous sommes face à une crise institutionnelle de grande ampleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre sa fonction, il faut faire un petit détour anthropologique par ce qui spécifie cet animal étrange qu'est l'être humain. L'être humain, comme tous les animaux, est au monde par sa vie organique et viscérale. Il est dans l'ici et maintenant de sa vie biologique. Mais par l'accès à la parole, par la libération de son cerveau, par tout ce processus d'évolution qui a été très bien décrit par l'anthropologue Leroi-Gourhan dans un livre magnifique, Le geste et la parole, il accède à un certain moment donné de l'évolution à la capacité de se représenter et de vivre dans un univers qui n'est pas seulement l'ici et maintenant de sa vie organique. Par la pensée, vous êtes dans une réunion, vous êtes dans une salle, mais vous pouvez en fait être ailleurs, dans des temps reculés ou dans des lieux différents. Et on voit chez chaque enfant la découverte énivrante de cette capacité de se représenter un monde qui n'est pas là, mais dans lequel on va pouvoir se projeter. C'est ça qu'on peut appeler l'imaginaire, c'est-à-dire le fait que nous soyons au monde à la fois par notre vie organique et aussi par un monde des images. Et du coup, l'être humain est affronté à une difficulté que n'ont pas les animaux, c'est d'accorder les deux, de faire que ces images mentales restent en prise avec les réalités du monde. Donc c'est imaginaire en ce sens que si nous disons par exemple que tous les hommes sont libres et égaux, les hommes et les femmes, c'est évidemment contraire à l'observation, à la vérité des faits, où les inégalités, d'ailleurs aujourd'hui, recommencent à être gigantesques, où l'égalité entre hommes et femmes qui est proclamée dans nos lois n'est pas encore vraiment inscrite dans la réalité. Donc le droit est le lieu d'une tension entre une certaine représentation du monde, mais qui doit pouvoir advenir, et puis l'état des faits. Donc il est à cheval et il a à voir aussi bien avec l'art qu'avec la science. Et à une époque donnée, c'est un même imaginaire qui porte la civilisation. L'imaginaire qui a marqué le début de l'ère industrielle, alors l'ère industrielle, il y a eu plusieurs périodes de l'ère industrielle, on peut dire que ça commence au 19e siècle, puis ensuite il y a ce qu'on a appelé la seconde révolution industrielle qui était plus liée à l'électricité, et à la période Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, de généralisation du taylorisme comme mode d'organisation du travail. Cette époque, elle est dominée par ce qu'on peut appeler l'imaginaire de la physique classique, c'est-à-dire de voir le monde comme un vaste système d'horlogerie. Dieu serait un grand horloger, le monde tout entier serait l'objet de force, donc tout est question d'énergie, de loi, de force. Et donc l'être humain lui-même, dans le travail, va être pensé sur ce mode. C'est ce qu'on donnait à voir des artistes, là on voit aussi la part que prend l'art dans cette affaire, des gens aussi géniaux que Fritz Lang dans Metropolis ou Charlie Chaplin dans les temps modernes, montre cette réduction imaginaire de l'être humain à l'état d'un engrenage ou simplement d'un troupeau productif obéissant mécaniquement à des ordres. Cette façon de se représenter le monde a commencé d'évoluer, on peut dire, au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, avec notamment dans le champ de la technique, l'invention de ce qu'on a appelé les premières machines intelligentes, les ordinateurs, c'est-à-dire des machines qui étaient capables de réagir aux signaux qu'elle reçoit de son environnement extérieur. Et donc on a une machine capable de s'auto-réguler, c'est-à-dire on lui fixe un programme
Et la machine va s'ajuster elle-même aux variations de son environnement. C'est ça qui, techniquement, s'appelait la régulation, qui vient du vocabulaire des ingénieurs. C'était la capacité pour une chaudière à charbon d'ajuster la température en fonction des variations de la température extérieure, ou dans le cas d'un pilote automatique, d'un bateau, on lui fixe son cap et puis il va pouvoir, sans intervention humaine, suivre ce cap. Ce changement s'est exprimé aussi dans les façons de concevoir le travail humain à la même époque. Et à la vision taylorienne s'est substitué ce que Peter Drucker a appelé la direction par objectif, c'est-à-dire on dit non, il ne faut pas interdire aux gens de penser pour qu'ils obéissent comme des esclaves décérébrés, il faut au contraire développer une emprise mentale pour qu'ils soient programmés, qu'ils atteignent les objectifs de l'organisation. Et c'est comme ça maintenant qu'il faut faire travailler les êtres humains. Et pour le faire, et pour pouvoir contrôler eux-mêmes leur activité, parce que chez Drucker c'était l'autocontrôle, il faut que les objectifs qui se fixent soient quantifiés, ce qui permettra de mesurer la réalisation de leur performance. C'est là qu'apparaît cette notion qui depuis a envahi tout le vocabulaire. Donc il y a l'idée objectif, action et rétroaction, feedback, qui permet un ajustement de la performance. Et c'est un changement qu'on voit s'exprimer aussi dans la façon de penser les institutions qui maintenant sont pensées aussi en termes d'objectifs et de programmes. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est de montrer ce basculement dans une conception du gouvernement des hommes qui était dominée donc par l'idée d'ordre, d'obéissance mécanique, à une conception qui, au contraire, est dominée par ce qu'on peut appeler un imaginaire cybernétique. La cybernétique, c'est justement ces théories qui ont dit, au fond, on peut considérer les machines, les hommes et les animaux comme autant de machines à communiquer, donc généraliser l'image de l'ordinateur à l'ensemble de l'univers. Et cet imaginaire cybernétique, aujourd'hui, entraîne une transformation profonde des façons de gouverner, des façons de penser les institutions. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie, mais la racine des crises est institutionnelle. Nous sommes dans une profonde crise des institutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire institution, instituer? Qu'est-ce que ça voulait dire un instituteur? C'est celui qui institue l'enfant, c'est-à-dire qui va lui apprendre à pouvoir se mouvoir seul en adulte. C'est la différence d'un tuteur qui va rester tuteur jusqu'à la fin. Donc, c'est un apprentissage de la liberté, mais un apprentissage de la liberté par l'apprentissage de règles communes. Et de ce point de vue, évidemment, l'institution des enfants n'est pas seulement l'affaire de l'école, mais d'autres institutions, telles que la famille, ou aussi, naturellement, l'État, la nation, l'entreprise sont autant de lieux qui participent de ce qu'on peut appeler l'institution du sujet, c'est-à-dire l'apprentissage par lui des cadres dans lesquels il va pouvoir exprimer sa liberté. Historiquement, dans énormément de sociétés, cela est passé par ce qu'on peut appeler l'hétéronomie, c'est-à-dire il y a une personne qui va imposer un sens commun et on va lui obéir. Mais c'est vrai dans une monarchie, c'est vrai dans une famille patriarcale, c'est vrai dans une entreprise taylorienne à l'ancienne, donc vous avez un pouvoir hétéronome qui fixe un sens qui doit être respecté par tous. La démocratie, c'est un idéal dans lequel ce sens général qui va s'imposer à tous est aussi élaboré par tous. Chacun collabore à la construction des cadres qui vont s'imposer à tous. C'est ce qu'on appelle le règne de la loi. Mais ça suppose de la part de chacun une capacité de prendre en considération l'intérêt général et pas seulement son intérêt privé. C'est une remarque que faisait Montesquieu quand il examine les différents régimes politiques. Il dit, mais il n'est pas le premier à le dire, pour qu'un régime démocratique suppose la vertu des citoyens. Qu'est-ce que c'est la vertu? C'est la capacité de mettre de côté
son propre petit intérêt privé pour participer à une délibération de ce qui est un intérêt collectif. Aujourd'hui, le dogme de la globalisation et du néolibéralisme, c'est que toutes les institutions, enfin toutes les règles, doivent être organisées autour de l'idée de la recherche uniquement des intérêts privés. C'est l'intérêt privé qui serait le moteur d'organisation et qui, si chacun calcule son intérêt bien, s'ajuste avec les autres par contrat, on pourra avoir un monde juste. C'est-à-dire on pourrait faire l'économie de l'idée de la définition d'un intérêt public qui s'impose à tous. Et c'est cela qui nous met dans une crise institutionnelle profonde, parce qu'aucune communauté humaine ne peut se souder sur la juxtaposition des intérêts privés. Les changements de vocabulaire sont souvent très révélateurs, et depuis une trentaine d'années, le vocabulaire employé pour désigner les règles qui nous gouvernent a connu des changements sensibles. On ne parle plus de gouvernement, mais on parle de gouvernance. On ne parle plus de réglementation, mais de régulation. On ne parle plus de morale, mais on parle d'éthique. Qu'est-ce qui se joue dans ce déplacement de vocabulaire? Quand on parle de gouvernement, de réglementation, de morale, ça évoque des règles qui sont imposées aux hommes de l'extérieur. Tandis que la gouvernance, la régulation ou l'éthique évoquent des règles qu'ils observeraient spontanément, qu'ils auraient en quelque sorte incorporées. Donc, ce changement de vocabulaire tend à supprimer l'écart qui existe entre la règle et le sujet auquel elle s'adresse. Il faudrait que les individus se comportent en quelque sorte, d'où ce qu'on appelle en anglais le behaviorisme, le comportementalisme. Les êtres humains pourraient être programmés, on examine leur comportement et par des dispositifs adaptés, on va pouvoir maîtriser ces comportements. Ça donne lieu à des travaux, je ne sais pas, la neuroéconomie par exemple, on va pouvoir piloter les comportements comme on pourrait piloter des ordinateurs. Donc, ce que nous avons ici comme imaginaire, c'est l'idée que les sujets, une fois programmés, s'ajustent mutuellement les uns les autres de façon spontanée. Et on imagine ainsi pouvoir programmer les hommes et mettre les sociétés en pilotage automatique.